Vous écoutez RFI, les 6h30 à Paris, 4h30 temps universel. Florence Maurice. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une demi-heure d'informations africaines à la une. L'inquiétude de la FIDH au sujet de l'affaire Tchebeya en RDC. L'organisation dénonce des tentatives pour empêcher que la vérité soit faite sur la mort de ce militant des droits de l'homme en 2010. En RDC, toujours, les rebelles les rebelles du M23 accusent le gouvernement de ne pas respecter la déclaration signée en décembre dernier à Nairobi. Le gouvernement qui annonce une nouvelle série d'amnisties. À peine une centaine de combattants ont été amnistiés pour le moment sur des milliers. Réaction au Burundi à la nouvelle loi sur le culte destinée à limiter le nombre d'églises dans le pays. Les églises traditionnelles applaudissent, les évangélistes, eux, s'inquiètent des conséquences. Et puis, la suite de l'opération coup d'arrêt contre les voleurs de zébus dans le Grand Sud à Madagascar. Opération prolongée d'une semaine mais déjà qualifiée de succès par les autorités. Une quarantaine de voleurs ont été tués. Les suites de l'affaire Tchebeya, donc ce militant des droits de l'homme assassiné en 2010 en République démocratique du Congo. La FIDH se dit inquiète de la tentative d'enlèvement samedi dernier de l'épouse de Paul Mwilambwe, l'un des policiers condamnés dans cette affaire. Paul Mwilambwe est en fuite, mais reste un témoin gênant, car dans les médias, il avait accusé le chef de la police de l'époque, John Numbi, d'être derrière cet assassinat. Sa femme a été exfiltrée depuis l'attaque de samedi, mais elle croit avoir reconnu ses agresseurs. Et il s'agirait, selon elle, de deux co-accusés de son mari qui chercheraient à les faire taire et circuleraient librement au Congo, Kamanda ou à Kamanda Muzembe. Condamnés à mort par contumace dans l'affaire Tchebeya, Christian Ngoy Kenga et Jacques Mugabo s'étaient soustraits de la circulation et au moment où l'on reparle de relancer le procès à partir du Sénégal, les deux compères sont signalés à Lubumbashi. Ils y séjourneraient depuis plusieurs jours sans être inquiétés. Christian Ngoy et Jacques Mugabo auraient même tenté en pleine journée le week-end dernier d'enlever Dadi Bumba Mayalale, l'épouse du troisième condamné à mort par contumace, Paul Mwilambwe, qui cherche de lui-même à éclairer la justice sur le double assassinat en juin 2010 de Tchebeya et Bazana. Pour la voix des sans-voix, la libre circulation de ces deux criminels en territoire congolais confirme que l'élimination de Tchebeya et Bazana est un crime d'État. Réponse de Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement. Nous disons que, ou finalement, nous ne comprenons pas très bien ce que les mots veulent dire, ou que la tentation de discréditer notre État est trop forte chez certains, même là où les services de police sont les mieux organisés. Vous avez, monsieur, des cas où des criminels qui sont en fuite se trouvent dans l'État et ne sont arrêtés que 5, 10, 20 ans, parfois même jamais. Mais de quelle complicité auraient bénéficié Christian Ngoy et Jacques Mugabo? La réponse à cette question devrait permettre de comprendre le reste. Kamanda ou à Kamanda Muzembe, Kinshasa. RFI. En RDC, toujours nouvelle série d'amnisties dans les rangs du M23, c'est ce qu'annonce le gouvernement congolais. 68 anciens rebelles sont concernés cette fois, soit au total, depuis février, une petite centaine d'amnistiés sur des milliers de combattants. Pas assez aux yeux du M23, qui reproche au gouvernement de ne pas respecter la déclaration signée à Nairobi. François Mwamba, négociateur pour le gouvernement de Kinshasa, reconnaît que cela prend du temps. Il explique pourquoi au micro de Sonia Rollet. Les ex-combattants M23, dans la grande majorité, ne sont pas au Congo, ils sont à l'étranger. Il a donc fallu, c'est vrai que ça prend du temps, des discussions avec l'Ouganda, des discussions avec le Rwanda, de manière à ce que le gouvernement, par différentes missions, accède auprès donc de ces ex-combattants et leur permette de pouvoir postuler, puisque la demande d'amnistie est individuelle. On l'a fait pour l'Ouganda. Du côté du Rwanda, il y a eu quelques difficultés. La bonne nouvelle, et que cette mission va pouvoir se faire dans les jours qui viennent. Pour le moment, seule une centaine d'ex-membres du M23 ont été amnistiés. C'est peu quand même. Oui, nous en sommes conscients. Vous avez vu que là où sur 2-3 mois, on en avait amnistié une trentaine, il y en a depuis 48 heures, 68 qui l'ont été d'un coup. Ça veut dire que, effectivement, le paquet est mis, puisqu'il faut le faire. Il y a des engagements précis qui ont été pris là-dessus, sur les traitements des dossiers individuels des ex-combattants du M23. François Mwamba, c'est lui qui a mené les discussions avec le M23 pour le gouvernement congolais. Il répondait à Sonia Rollet.
Et précision officiellement, il ne reste qu'un mois, jour pour bénéficier de cette loi d'amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. La nouvelle loi sur le culte divise au Burundi. Mercredi, l'Assemblée nationale a voté un texte qui durcit considérablement les conditions d'agrément pour toute nouvelle église dans le pays. L'objectif des autorités est clair, lutter, je cite, contre la prolifération des confessions. Si les églises traditionnelles et notamment catholiques se réjouissent, l'inquiétude règne en revanche au sein de la communauté des églises évangéliques qui se sont multipliées ces 20 dernières années. Reportage à Bujumbura, Esdras Dikumana. Il est 17h, l'heure consacrée aux chants et louanges dans cette petite église évangélique de Buiza, un quartier populaire au cœur de Bujumbura. Le pasteur de cette communauté ne veut pas donner son nom. On ne sait jamais, explique-t-il dans un rire nerveux, mais il se dit inquiet car cette nouvelle loi vient assombrir, selon lui, les perspectives d'avenir pour de nombreuses églises évangéliques du Burundi. Il y a des points positifs dans cette loi, mais elle contient aussi beaucoup de dispositions qui seront difficiles à mettre en œuvre pour les églises, surtout les nouvelles églises. La nouvelle loi veut lutter notamment contre les nuisances sonores causées par ces églises. C'est le cas pour cette communauté qui prit dans une sorte de hangar ouvert à tous les vents. Pierre, qui habite juste à côté, n'en peut plus. Ça nous dérange énormément, surtout lorsqu'ils font de la musique comme ça. Ils nous cassent les oreilles et on n'en dort même pas. On n'a pas la paix. Mais le pasteur de cette communauté n'en pense pas à moins. Il y a beaucoup de bars, de boîtes de nuit où on danse une musique plus forte. Il devrait plutôt y avoir plus d'églises pour que les gens changent, qu'ils ne pêchent plus, pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Ces confessions religieuses auront 24 mois pour se conformer à la nouvelle loi. Esdras Dikumana, Bujumbura, RFI. Et cette nouvelle loi qui prévoit notamment un niveau d'études pour les responsables minimum, au moins 500 membres fondateurs ou encore des lieux de culte décents. En Centrafrique, la présidente de transition a reçu hier les représentants politiques et religieux du pays. Objectif, essayer de les convaincre de participer au sommet de Brazzaville prévu du 21 au 23 juillet prochain. Sommet sur l'avenir du pays, mais une majorité de ces représentants politiques et religieux n'ont pas encore dit si oui ou non ils participeraient. Ils doivent se réunir samedi pour en discuter et dans une déclaration, ils ont exprimé leur colère de voir les grandes décisions sur l'avenir de la Centrafrique prises à l'étranger et dénoncent, je cite, une humiliation. À Madagascar, les autorités se félicitent du succès de l'opération militaire Coup d'arrêt contre les voleurs de zébus qui déstabilisent le sud du pays. Un succès d'étape toutefois puisque l'opération est prolongée jusqu'au 20 juillet. En 2 mois, une quarantaine de voleurs ont été tués. Aucun des 200 militaires déployés n'a perdu la vie. Des armes ont été saisies et surtout un seul cas de vol de zébus a été enregistré sur les 30 derniers jours. Mais la situation reste précaire. Il faut maintenant organiser l'après-opération Coup d'arrêt. Bilal Tarabé. D'abord, il s'agit d'éviter que l'insécurité ne revienne après le départ des militaires. Selon le commandant de gendarmerie de la région sud, le chef d'escadron Théodule Ranaivoarson, 80 militaires devraient rester sur place de manière pérenne. Il s'agit de vétérans de cette opération Coup d'arrêt. Ils seront répartis entre les villes de Betchouka et d'Amboissar Sud, soit les 2 chefs-lieux de district qui concentrent le plus d'attaques de voleurs de zébus. Ensuite, il s'agit de restaurer la confiance entre les populations locales et les militaires, accusés régulièrement de bavures ou d'exactions. Théodule Ranaivoarson assure qu'une rencontre est prévue la semaine prochaine avec les chefs coutumiers et les villageois. Il s'agira d'écouter leurs doléances. Les députés locaux et les notables sont appelés à se joindre à cette rencontre. Pendant cette opération Coup d'arrêt qui entre dans son 2e mois, selon la gendarmerie, 43 voleurs de zébus ont été tués, 2 ont été arrêtés, 655 zébus suspects ont été retrouvés, ainsi qu'une quinzaine de fusils de chasse saisis. Bilal Tarabé, Antananarivo, RFI. En bref, à Bamako, l'ancien Premier ministre Modibo Keïta, également haut représentant de l'État pour le dialogue inclusif intermalien, a rencontré jeudi les partis politiques pour faire le point sur la situation dans le Nord et évoquer le rendez-vous d'Alger entre partis gouvernementales maliennes et groupes armés. Il se dit optimiste. Selon lui, les discussions d'Alger se feront en 3 phases. Adoption d'une feuille de route, adoption d'un préaccord et signature d'un accord. Mais le MNLA
de son côté, estime que Alger n'est qu'un rendez-vous d'étape et que de vraies discussions s'ouvriront plus tard et ailleurs. Restez à l'écoute d'RFI, on se retrouve dans quelques secondes juste après cette courte pause. Et vous, monsieur, pourquoi choisissez-vous Total? C'est simple. Chez Total, on trouve de tout. Et puis, faut reconnaître que le service est impeccable. Les pompistes répondent à toutes vos questions et puis ils n'hésitent pas à vous donner des bons conseils. Oui, on peut vraiment leur faire confiance. D'ailleurs... Dis papa, on peut y aller maintenant. Et tout ça, ce sont nos clients qui le disent. Chaque jour, vous êtes des millions à choisir Total. Entre nous, c'est une histoire de confiance. Total. Vous ne viendrez pas chez nous par hasard. Et tout de suite, le journal des sports avec Alexandre Seban qui vient de nous rejoindre en studio. Bonjour Alexandre. Bonjour Florence, bonjour à tous. La Coupe du Monde touche à sa fin. 2 rencontres encore à disputer et non des moindres. Les 2 finales, Brésil-Pays-Bas samedi pour la 3e place et Allemagne-Argentine dimanche. Et l'Argentine qui a souffert pour arracher la qualification pour sa 5e finale de Coupe du Monde mercredi soir face aux Pays-Bas. Une qualification grâce à un homme, surtout le gardien Sergio Romero, auteur de 2 parades décisives lors de la séance de tir au but. Philippe Zigraf. Sous la pluie de Sao Paulo, Sergio Romero, peu inquiété pendant 120 minutes, sinon sur une frappe de Robben parfaitement captée, restera comme le principal artisan de la qualification de l'Argentine pour la finale. Il s'interposait d'abord sur le premier tir au but de Ron Vlaar, puis sur le 3e de Sneijder. Les Pays-Bas étaient battus 4 tirs au but à 2 grâce aux parades d'El Chiquito, le petit comme l'avaient surnommé ses 2 grands frères. Professionnel à 19 ans, Romero est très vite parti pour l'Europe. Ses 4 premières saisons, il les passe en Hollande, à Alkmaar, où son entraîneur s'appelait Louis van Gaal. Après le match, Romero a d'ailleurs souligné combien le Néerlandais avait compté dans son intégration. Un Van Gaal arroseur arrosé en quelque sorte. C'est moi qui lui ai appris à arrêter les tirs au but, a dit l'entraîneur des Pays-Bas, mi-sérieux, mi-blagueur. Après un passage à la Sampdoria de Gênes, Romero a été prêté à Monaco la saison dernière, mais il n'y est pas titulaire contrairement à la sélection. El Chiquito, qui mesure aujourd'hui 1m91, a rappelé des souvenirs aux Argentins lors de la Coupe du Monde 1990. Un autre Sergio, gardien lui aussi, Goicoechea, était devenu une idole dans son pays après 2 qualifications au tir au but face à la Yougoslavie et à l'Italie. Philippe Zigraf, Sao Paulo, RFI. Et Sergio Romero aura face à lui un attaquant allemand au palmarès royal, Miroslav Klose, dimanche soir. Lui qui s'est offert le titre de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde mardi dernier face aux Brésiliens avec une 16e réalisation en 4 mondiales depuis 2002. Il a effacé des tablettes le record de 15 buts du Brésilien Ronaldo. Klose, atout majeur de la Nationalmannschaft, son portrait avec Olivier Pron. À 19 ans, Miroslav Klose voulait être charpentier avant de se raviser et de signer à seulement 20 ans son premier contrat professionnel à Kaiserslautern. 4 ans plus tard, ce fils d'un footballeur polonais passé par l'AJ Auxerre et d'une handballeuse internationale inscrit le premier de ses 16 buts en Coupe du Monde en 2002 face à l'Arabie Saoudite. Un triplé en fait qu'il signera d'un salto, sa future marque de fabrique. 12 ans et 4 mondiaux plus tard, ce professionnel à part, passionné, pointilleux, anti-bling-bling par excellence, ne fait plus de salto, plus de son âge, mais flaire toujours les bons coups. Face au Ghana puis au Brésil, Klose a inscrit ses 15e puis 16e buts donc en Coupe du Monde, égalant puis dépassant le Brésilien Ronaldo. Au commentaire justement mardi de la déroute de son pays face à la Nationalmannschaft, il a pu apprécier en connaisseur la performance de l'ancien joueur du Werder Brême, du Bayern Munich, depuis 3 ans installé à Rome avec femme et jumeaux, où il joue pour la Lazio. 16 buts inscrits en 23 matchs, à 2 unités d'un autre record, celui de son compatriote Lothar Matthäus, l'homme qui a disputé le plus de rencontres en Coupe du Monde. Celui-là, Klose ne le battra sans doute pas, à moins d'être toujours vert en 2018 en Russie. Il aura 40 ans. Olivier Pron, Belo Horizonte, RFI. Le duel Romero-Klose au cœur de cette finale du 20e mondial de l'histoire Allemagne-Argentine, c'est dimanche au stade Maracana de Rio de Janeiro. Coup d'envoi à 19h, temps universel en direct évidemment sur l'antenne. Christophe Jousset, Philippe Zigraf au micro, accompagné de David Kalfa et Carlos Pizarro pour récolter toutes les réactions d'après-match que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur le www.rfi.fr, rubrique Coupe du Monde, bien sûr. Et puis la petite finale
Elle se disputera samedi au stade Mané Garrincha de Brasilia, Brésil, Pays-Bas, à suivre en direct et en intégralité sur l'antenne d'RFI. Éric Mamrut, Olivier Pron aux commentaires. On referme cette édition avec de l'athlétisme et le rendez-vous de la Ligue de Diamants. C'est ce soir à Glasgow en Écosse. Avec un retour très attendu, celui de David Rudisha. Le Kényan n'avait pas remis ses pointes de champion olympique sur le sol du Royaume-Uni depuis son 800 mètres victorieux aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Rudisha, victime en 2013 d'une contusion osseuse et ligamentaire au niveau du genou droit, revient progressivement à la compétition. Il s'agira seulement de sa 3e course de la saison ce soir, lui qui prépare les Jeux du Commonwealth prévus eux aussi à Glasgow du 23 juillet au 3 août. C'était le journal d'Alexandre Seban. Merci Alexandre. Florence Maurice. 6h45 dans ce studio, restez avec nous sur RFI ou bienvenue si vous nous rejoignez. À suivre dans le prochain quart d'heure notre invité ce matin, le centrafricain Cyriaque Gonda du Parti national pour une Centrafrique nouveau. Il sera question du sommet de Brazzaville, puis François-Xavier Vreeland nous rejoindra pour la revue de presse Afrique. Mais tout de suite, l'essentiel de l'actualité internationale. Plus de 30 Palestiniens ont été tués hier dans la bande de Gaza. Les bombardements israéliens ont fait 90 morts au 4e jour de l'offensive et les tirs de roquettes vers Israël se poursuivent. Plus de 120 missiles ces dernières 24 heures. Le président américain appelle les deux camps à tout faire pour protéger les civils. Il propose une médiation, mais selon la presse israélienne, Benjamin Netanyahou écarte l'idée d'un cessez-le-feu pour l'instant. Un cessez-le-feu pourtant réclamé par l'ONU. En Ukraine, les séparatistes pro-russes annoncent avoir recruté des centaines de volontaires dans l'est du pays. Kiev affirme que sa proposition de cessez-le-feu a été rejetée. Des accrochages ont eu lieu aux abords de la ville de Donetsk où l'armée semble préparer un assaut. Et puis les relations entre l'Allemagne et les États-Unis empoisonnées par une affaire d'espionnage. Dernier épisode hier, Berlin a expulsé le chef des services secrets américains en Allemagne. La fronde monte à Bangui, je vous en parlais dans le journal, contre la tenue du sommet de Brazzaville sur la réconciliation en Afrique, prévu les 21 et 23 juillet prochains. La majorité des partis politiques et les leaders des communautés religieuses refusent pour le moment d'y participer. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration commune. Ils souhaitent que l'avenir de leur pays soit réglé en Centrafrique et non dans les grandes capitales de la région. Pour faire le point, RFI reçoit ce matin Cyriaque Gonda du PNCN, Parti national pour un Centrafrique nouveau. Il est porte-parole des 49 partis signataires de cette déclaration. Au micro de Nathalie Amar. Cyriaque Gonda, bonjour. Bonjour, madame. La déclaration commune est-elle un non définitif au Forum de Brazzaville ? Non, ce n'est pas un non définitif au Forum de Brazzaville. On nous dit qu'il faut aller discuter de la résolution de la crise centrafricaine et nous pensons que la résolution de la crise centrafricaine doit se passer ici, sur le sol centrafricain, devant le peuple centrafricain, qui est la première victime. Comme pour N'Djamena, au début de l'année, en janvier, un refus pourrait être suivi finalement d'une acceptation de se rendre à Brazzaville. C'est aussi une réaction à ce que nous avons appelé une déportation à la bétaillère. Le CNT a été déporté là-bas pour décider du dégagement du président de Toudja et de son premier ministre. Nous avons pensé qu'on pouvait le faire en sol centrafricain. Il est question dans cette déclaration d'humiliation, le mot est très fort. Quand il y a eu des crises dans le monde, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Burundi, le Kenya, etc., on n'a jamais assisté à un spectacle où on a déporté toute une assemblée nationale provisoire, c'est-à-dire le Parlement provisoire de la transition, quelque part. C'est une question de principe. On pouvait le faire tranquillement dans notre pays. La mise à l'écart de la présidente Catherine Samba-Panza à Malabo fin juin, ça aussi c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui conduit à cette déclaration. Une concertation en marge du 23e sommet de l'Union africaine ne devait pas se passer en la mettant ainsi, si vous voulez, dans le couloir. Les représentants des partis opposés au Forum de Brazzaville ont été reçus hier à la présidence. La présidence qui dit Brazzaville n'est que le début du processus, tout ne va pas se décider hors de Bangui. Vous n'êtes pas sensible à cet argument ? Non, nous sommes très sensibles. Elle nous a donné des éléments que nous n'avions pas eus, sur la base simplement des déclarations, des communiqués conjoints, du communiqué final, etc. Et donc, à partir de là, nous allons nous retirer. Je viens de convoquer une réunion le samedi des 49 partis
et de la plateforme de construction religieuse. Nous allons nous retrouver le samedi, nous allons aviser. Mais nous n'excluons pas notre participation si ce n'est qu'un début, c'est-à-dire la consécration d'un cessez-le-feu et du déclenchement du désarmement. Nous n'excluons pas notre participation, mais s'il s'agit de discuter des problèmes de la réconciliation de notre pays, on doit le faire sur le sol centrafricain. Si on aboutit à un cessez-le-feu entre Seleka et Anti-Balaka, vous craignez que cela ne marginalise peut-être encore la classe politique centrafricaine? La crise qui existe dans la République centrafricaine, c'est une crise politique. Le cessez-le-feu entre deux milices qui ne sont pas les forces armées de notre pays, mais nous engagent en rien. On veut que ces forces néfastes soient désarmées. Le remaniement gouvernemental a un peu tardé. Quel gouvernement faut-il aujourd'hui à la Centrafrique? La crise, elle est politique. La thérapeutique appropriée, elle est politique. C'est des hommes politiques qui doivent être à côté d'un premier ministre suffisamment impliqué, mais nous ne voudrions pas qu'il y ait un gouvernement qui soit établi sur la base de représentativité confessionnelle, religieuse, partisane et ethnique. Nous avons été catégoriques et nous l'avons exprimé à la présidente. Craignez-vous que le cessez-le-feu en préparation ne se traduise finalement par une forme d'impunité pour ceux qui ont commis des crimes depuis le début de la crise? On ne doit pas laisser les bourreaux du peuple centrafricain impunis. C'est le fait que les gens ont utilisé les processus de réconciliation comme, si vous voulez, des possibilités de blanc-seing par rapport à leurs crimes, qui fait que la République centrafricaine retombe toujours dans ce cycle infernal de conflits. Vous parlez de désarmement. Faut-il réarmer les FACA? Il en a été question en début de semaine à Addis Abeba d'une demande de levée de l'embargo onusien. Nous avons vu les limites des Sangaris, nous avons vu les limites de l'intervention des forces de la MISCA. Il n'y a que les FACA qui connaissent bien la République centrafricaine. Elle seule connaît là où sont les anti-Balaka, elle seule connaît là où sont les Seleka, elle seule est capable d'amener la sérénité, la sécurité au peuple centrafricain. Merci Cyriaque Gonda. Merci beaucoup. Et merci à vous Nathalie Amar. François-Xavier Freland nous a rejoint pour la revue de presse Afrique. Bonjour. Bonjour. Et à la une aujourd'hui, la prochaine réunion d'Alger sur l'avenir du Mali. Et oui, comme le dit l'observateur Palga dans ses pages, il y a maintenant une date, le 16 juillet, et un lieu, Alger, reste une inconnue, ce qu'il en sortira, alors qu'on a déjà eu du mal à s'entendre sur le pays ou la ville qui doit abriter ces négociations. Comme on le sait, le président Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien et son gouvernement tenaient à ce que les pourparlers se déroulent en terre malienne pour une question de souveraineté contre l'avis des rebelles du MNLA. Mais entre-temps, avec la débâcle de l'armée régulière à Kidal, le rapport de force s'est inversé en faveur de la rébellion, estime l'observateur Pahalga. Même l'option Burkina Faso a été écartée au profit de la diplomatie algérienne. L'annonce d'ailleurs de ce dialogue intermalien a été faite par le ministre algérien des Affaires étrangères en visite au Burkina Faso, Ramtan Lamamra, à Ouagadougou, après qu'il se soit entretenu avec le président Blaise Compaoré, le médiateur aussi de la CEDEAO. Rappelle pour sa part le Fasosine, très habile Ramtan Lamamra a salué l'accord politique de Ouagadougou qui a permis selon lui de réunir autour d'une même table l'ensemble des parties maliennes. Il a même loué la sagesse et l'expérience du président Compaoré qui ont toujours prévalu dans la résolution de la crise au Mali, selon Fasosine. En tous les cas, c'est bien que le lieu et la date du dialogue intermalien aient été tranchés, à en croire Le Pays, autre quotidien burkinabé, car à un moment donné, la multiplication du nombre d'intervenants dans la crise au Nord Mali avait même donné lieu à des inquiétudes. Certes, le vieil adage dit « trop de viande ne gâte pas la sauce », s'amuse Le Pays. Reste que la médiation avait parfois des allures de compétition entre États de l'Afrique blanche ou arabes et États de l'Afrique noire. Et justement, François-Xavier, comment réagit la presse malienne? Avec un sentiment mitigé, le Républicain préfère revenir sur la réalité du terrain. La France plie bagage, lit-on, sans avoir circonscrit le péril djihadiste qui est plus que présent
présents dans le nord du Mali. Le journal Le Républicain s'inquiète ce matin d'une nouvelle avancée des groupes rebelles dans le nord. Il revient sur le communiqué qu'il estime laconique du gouvernement malien avant-hier sur les antennes de l'ORTM lors du journal télévisé de 20h. Des informations concordantes font état de concentration militaire et même d'avancée de troupes des groupes armés dans certaines localités du nord du Mali, disait le communiqué du gouvernement, sans dire au peuple malien, toujours selon le Républicain, les dispositions qu'il a prises pour faire face aux avancées de troupes des groupes armés. Le quotidien L'Indépendant, quant à lui, a sorti un numéro choc mercredi évoquant un projet de partition du Mali avec création de l'entité de l'Azawad, un complot ourdi, selon ses propres mots, depuis certaines capitales occidentales, avec comme relais locaux les mouvements indépendantistes armés du septentrion malien qui visent à scinder le Mali en 2 entités étatiques. L'objectif, réglementer et exercer le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques du plateau du Taoudéni et de toute autre zone. En somme, ce sont bien le pétrole, le gaz et l'uranium censés se trouver dans la zone qui sont ciblés, estime l'Indépendant. Et d'une réunion pour la paix à une autre, François-Xavier, celle du prochain sommet sur l'avenir de la Centrafrique. Alors le journal de Bangui apporte lui une note d'espoir ce matin à travers un reportage intitulé Bangui pour le retour des chrétiens dans les quartiers musulmans. Sur les photos, on voit des femmes qui travaillent, certaines portent des brouettes pleines de mauvaises herbes, d'autres des faux ou des pelles. Bref, ces femmes sont musulmanes ou chrétiennes. Elles font partie d'un nouveau collectif mixte interreligieux dénommé Tournons la page, qui a vu le jour dans le 3e arrondissement de Bangui. Et cette association s'est assignée pour mission de créer les conditions favorables au retour des populations de confession chrétienne qui vivaient dans les quartiers musulmans avant le conflit. Pour cette première sortie, le collectif a choisi entre autres objectifs d'intérêt général la salubrité du 3e arrondissement. Ces femmes enlèvent les mauvaises herbes, ramassent les ordures, débouchent les égouts. Les gens sont sortis pour travailler ensemble. C'est une grande joie pour moi, se réjouit une de ces jeunes femmes. Je demande que les autorités donnent beaucoup de moyens pour continuer ce travail. Ainsi, la paix pourra revenir dans notre pays. S'exclame donc cette jeune centrafricaine. Voilà, c'est une note d'espoir à ne pas manquer donc dans le journal de Bangui. Et qui ne vous a pas échappé. Merci François-Xavier Freland pour cette revue de presse Afrique. Revue de presse à retrouver, ainsi que toutes nos informations dès que vous le souhaitez sur notre site internet www.rfi.fr. Restez à l'écoute de la radio du Monde. La suite de notre série de reportages consacrés à la Première Guerre mondiale vue d'Afrique 100 ans après. Le continent n'a pas été épargné et il en reste des traces encore aujourd'hui. Au Congo-Brazzaville, par exemple, les vestiges de ce conflit sont rares et souvent mal entretenus, mais l'histoire de cette guerre meurtrière est encore enseignée dans les écoles du pays. Reportage de notre correspondant Loïcia Martial. Sous la véranda de la direction des études du lycée Chaminade, Jérôme Natabadila, enseignant d'histoire depuis plus de 2 décennies, regarde au loin des élèves qui passent les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive. Il se souvient qu'au début de l'année, il leur a enseigné une leçon sur la Première Guerre mondiale. Une leçon qu'il maîtrise fort bien. Au sujet de cette guerre, donc, nous enseignons aux élèves que 2 blocs antagonistes s'opposent. D'un côté, nous avons les empires centraux, constitués de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, liés par ce qu'on appelle la triplice. Et de l'autre, nous avons la France, la Belgique, l'Angleterre, la Russie, la Serbie et le Japon, qui, eux, forment ce que nous appelons l'entente. Un siècle après le déclenchement de ce conflit qui s'est achevé en 1918, Jérôme Natabadila pense qu'il est toujours enseigné pour des besoins à la fois d'histoire, d'éducation et de culture de paix. Ça leur sert de leçon pour avoir une idée sur l'aspect de la violence qui n'est pas bon pour le monde, parce que ils doivent vivre dans un monde de paix. Candidat au baccalauréat, Chaleur Mouyabi, fils d'un ancien international et célèbre footballeur congolais, ne regrette pas le fait que la Première Guerre mondiale n'ait pas été retenue cette année comme un des sujets à l'examen. La Première Guerre mondiale, elle n'était pas trop sûre qu'elle pouvait venir, mais vu qu'elle fait partie du programme, on était à peu près sûr qu'elle devait venir, mais on visait plus sur l'économie du Congo et sur autre chose par rapport à l'examen passé où on était plus obligé de parler de la Chine. Les vestiges de la Première Guerre mondiale sont rares au Congo. Le plus célèbre est celui de Mbiru, au nord du pays. L'ancien combattant Claver Itoi
vient de le visiter. Mbirou, qui est situé en aval de Wisso, capitale de la Sangha. C'est dans cette forteresse érigée par l'armée française où il y a eu un affrontement avec les troupes allemandes. L'état actuel de ce vestige est complètement délabré. Le monument aux morts est envahi par des racines d'arbres qui l'ont détruit. Les 3 cimetières sont visibles, mais en piteux état. Nous souhaitons que ce site historique soit réhabilité pour la mémoire collective. Au Congo, la Première Guerre mondiale est enseignée aux élèves des classes dites d'examen, le cours moyen 2e année, la 3e et la terminale. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI. À Brazzaville, où vous pouvez nous écouter sur le 93.2 FM. Et la Grande Guerre, vue d'Afrique 100 ans après, c'est une série tout le mois de juillet sur RFI et aussi sur Internet. Tout de suite, un nouveau journal.